Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour cet autre tour de l'actualité à la une. Aujourd'hui, un djihadiste rencontre Jésus-Christ au fond de sa cellule. Vous entendrez le témoignage de cet homme dans ce journal. Lutte contre l'insécurité en Côte d'Ivoire. Sidiki Diakité invite la police à maintenir le cap. Crise en Catalogne. L'intervention du roi d'Espagne crée la polémique et la discorde semble s'installer entre les deux parties. Bonjour et bienvenue à tous. Javed, un ancien leader djihadiste, révèle sa rencontre avec Christ et raconte sa conversion à la foi chrétienne. En effet, après avoir passé 2 ans au Pakistan, Javed a été appréhendé et incarcéré en Malaisie pour détention illégale de passeport. Il a alors fait la rencontre de Jésus au sein de sa petite cellule. Notre commentaire. Presence of a spirit. This spirit immediately made me feel like my life is in danger. Jesus, if you are true, show me yourself. At that moment, I felt a touch on my left shoulder and a voice that says, I forgive you. Javed était un ancien leader judaïste et prisonnier en Malaisie pour détention de faux passeports. Il luttait dans sa cellule, invoquant l'aide de Dieu, jusqu'au moment où il a prononcé ces mots à son insu. Il a retrouvé la paix instantanément. Mais il fera ensuite une toute autre expérience au sein de sa cellule et cette fois-ci, il sentira la présence de Dieu envahir la pièce. À cet instant, Javed raconte avoir eu le sentiment que le temps s'était arrêté. Ainsi, Javed est convaincu de péché. Il réalise alors que malgré les bonnes œuvres qu'il a faites, il est un pécheur et que le salaire du péché, c'est la mort. Il est surpris de ce Dieu bon qui pardonne instantanément, car Allah ne pardonne qu'au jour du jugement dernier. Il entend. Javed lui demande alors son nom. La classe moyenne et consommation, lévrier de croissance pour les marchés locaux et régionaux, tel était le thème de l'une des dernières conférences plénières des rencontres Africa 2017 tenues à Abidjan. France Conon, son commentaire. Le ministre ivoirien du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, Souleymane Dirassouba, présent à cette rencontre, a indiqué que la classe moyenne apporte sa contribution à l'émergence des nouveaux types de commerce qui dépassent les commerces de proximité pour évoluer vers les grandes surfaces avec le développement d'enseignes de grandes marques. Et le commerce électronique, dont les prévisions de revenus à l'horizon 2018 sont estimées par le cabinet Deloitte à 45 milliards d'euros, mais aussi les services de livraison à domicile. Selon le ministre, la classe moyenne favoriserait ainsi l'émergence et la consolidation des marchés intérieurs dynamiques capables de soutenir la croissance. Elle constitue également une clé des stratégies d'investissement et contribue ainsi à promouvoir un nouveau style marketing. Ces exigences impactent les priorités et les orientations des investissements, favorisent l'émergence de nouvelles PME. Femme Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie, a estimé que la classe moyenne a des besoins dont la satisfaction nécessite l'aide des pouvoirs publics. Il a ainsi estimé que cette aide passe par la création d'emplois d'industrie pour satisfaire leurs besoins. Il recommande la mise en place d'une politique d'intérêt à l'épargne, d'appui et la consommation. Notons que les rencontres Africa 2017 ont pris fin le mardi 3 octobre à Abidjan. Le 17e forum économique sur l'Afrique organisé par la Commission de l'Union africaine et l'Organisation de coopération et de développement économique en partenariat avec l'Agence française de développement s'est tenu à Paris. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, y a pris part. Plus de précisions avec Jean-Jacques Denis. Ce forum, qui a débuté le mercredi 4 octobre 2017, s'inscrit dans la perspective de l'industrialisation de l'Afrique avec les défis qu'elle suscite, à savoir créer des millions d'emplois décents, préserver l'environnement et augmenter fortement la productivité des économies, et ce, dans un contexte de mutation technologique rapide, porteur d'opportunités autant que de risques inédits. Notons que Daniel Kablan-Duncan, vice-président ivoirien, était aux côtés d'éminentes personnalités et experts du continent lors de cette importante rencontre. Au cours des échanges, diverses problématiques ont été abordées par les panélistes. Elles sont regroupées en 3 sessions qui portent sur l'identification des acteurs à encourager en priorité dans ces stratégies face à la diversité que présente le secteur privé africain, les formes d'intervention à privilégier et les partenariats nécessaires à nouer dans ce cadre. Le vice-président de la République ivoirienne regagnera Abidjan le vendredi 6 octobre 2017, lendemain de la fin du dit forum. Un conflit foncier oppose les planteurs allochtones installés dans la région classée de Gondébé, dans le département de Guiglo, et un groupe de jeunes autochtones. Ces affrontements intercommunautaires ont connu des rebondissements ces derniers jours, malgré de nombreuses médiations, tant locales que gouvernementales. Un sacré nous permet d'en savoir un peu plus.
La situation a commencé à se dégénérer et à se transformer en conflit ouvert entre les populations, faisant des blessés. Cela entraînait un déplacement massif des populations. Beaucoup ont trouvé refuge à la préfecture de Guiglo, située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 octobre 2017, selon des humanitaires. En effet, il s'agit d'un conflit foncier qui oppose les populations allochtones aux autochtones dans la forêt classée de Gwendébé qui aurait atteint un pic depuis le mercredi 27 septembre 2017. Ce conflit a suscité la réaction du gouvernement. Ainsi, 3 ministres, Sidiki Diakité de l'Intérieur, de la Sécurité, Alain Donvaï des Eaux et Forêts et Jean-Claude Kouassi de l'Emploi et des Affaires sociales se sont rendus à Guiglo à l'effet d'apaiser les tensions il y a une semaine. Mais les négociations tant gouvernementales que locales n'ayant pas abouti, la menace sur la paix et la cohésion dans cette région du Cavali est grande et touche les sous-préfectures environnantes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a effectué une visite de prise de contact avec les différentes unités mobiles et spécialisées. Cette visite entre dans le cadre de l'opération Épervier Acte 3 qui consiste à maintenir la sécurité des populations contre les enfants en conflit avec la loi communément appelée microbe. Dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a invité la police à maintenir le cap. Il a exprimé son engagement au cours de la visite qu'il a effectuée dans les différentes unités mobiles et spécialisées de la police nationale dans l'après-midi du 2 octobre 2017. Il leur a d'ailleurs dit au cours de sa visite qu'il est satisfait du travail abattu et qu'il entend faire de la police ivoirienne une police de référence dans la sous-région. Pour lui, une police de référence est aussi une police respectueuse des lois et règlements. Le ministre a demandé à ces hommes d'être des exemples en la matière. La visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité l'a conduit aux différents regroupements de la compagnie républicaine de sécurité CRS, à la brigade anti-émeute BAE et au groupe mobile d'intervention JMI pour les unités mobiles. Pour les unités spécialisées, il s'est rendu au centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO, à la brigade antiterroriste BAT et à la force de recherche et d'assaut de la police. C'était un sujet signé Estelle Traillot. Dans l'histoire du football africain, les derbys Côte d'Ivoire-Mali ont toujours été épiques, quelle que soit la forme du moment de l'une ou l'autre de l'équipe. Ce match aux enjeux capitaux permettra à la sélection ivoirienne d'avoir une chance d'obtenir son ticket qualificatif pour le mondial 2018. Ange Série, son analyse. La rencontre Côte d'Ivoire-Mali est un match déterminant pour les éléphants de Côte d'Ivoire. En effet, en vue d'espérer obtenir son ticket pour participer au Mondial 2018 en Russie, les éléphants de Côte d'Ivoire doivent battre impérativement les Aigles du Mali le vendredi 6 octobre 2017. La rencontre qui se joue à Bamako, dans la capitale malienne, permettra aussi à la sélection ivoirienne de prendre ou pas une longueur d'avance sur son concurrent direct, le Maroc. Une bataille de leadership qui s'annonce houleuse dans la capitale malienne. Malgré son élimination pour le Mondial 2018, le Mali a de la fougue et cette fougue est symbolisée par ses étoiles montantes telles que Mamadou Fofana, Amadou Haïdara et Moussa Djenapo, des joueurs prêts à en découdre avec les éléphants. Nous jouerons à fond nos chances à domicile. Nous appelons donc nos supporters à la mobilisation. Le coup est jouable, insiste le remplaçant d'Alain Giresse, l'entraîneur malien Mohamed Magasuba dans la presse malienne. Signal fort pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui doivent faire très attention pour ne pas abandonner leur trompe dans la chaudière du 26 mars de Bamako. On reste toujours avec Ange Série pour parler cette fois de grosses déceptions pour le septuple lauréat Usain Bolt qui ne figure pas dans la liste des nominés du titre d'athlète mondial 2017. Il ne défendra donc pas son titre lors de la cérémonie des IAF Athletic Awards, cérémonie qui se tiendra le 24 novembre 2017 à Monaco. Le sprinter jamaïcain Usain Bolt paye le prix de sa blessure contractée le samedi 12 août 2017 à Londres lors de la finale du relais 4x100 mètres des mondiaux d'athlétisme. En effet, le Jamaïcain n'a pas été retenu dans la liste des nominés pour le titre de meilleur athlète de l'année. Cette cérémonie de récompense des meilleurs performeurs mondiaux de l'année, dénommée IAAF Athletic Award, se déroulera le 24 novembre 2017 à Monaco. Pour cette cérémonie, les meilleurs athlètes seront désignés à l'issue d'un vote où 50% des points seront octroyés par les membres du conseil de la Fédération internationale d'athlétisme et l'autre moitié par les votes de la famille de l'IAAF et du public. Pour cette édition, 6 athlètes africains figurent sur la liste révélée par la Fédération internationale d'athlétisme. Côté dames, il s'agit de l'Éthiopienne Almaz Ayana, championne du monde du 10 000 m et médaille d'argent au 5 000 m, de la Kenyane Hélène Obiri, championne du monde du 5 000 m et de la Sud-Africaine Caster Semenya, championne du monde du 800 m et médaillée de bronze au 1500 m.
Chez les hommes figure le Kenyan Elijah Managoy, champion du monde de 1500 mètres en 3 heures 33 minutes et 65 secondes. Le Sud-Africain Luvo Mayonga, champion du monde du saut en longueur avec un bond de 8 mètres 48 et son compatriote Wade Van Niekerk, champion du monde du 400 mètres et médaille d'argent aux 200 mètres. Pour rappel, Usain Bolt a remporté 5 fois le prix en 2008 et 2013 et a été nommé meilleur athlète mondial masculin de l'année lors des Jeux d'athlétisme de l'IAAF 2016 organisés au Sporting Monte Carlo. Lors de son intervention télévisée au sujet de la situation qui prévaut en Catalogne, Philippe VI, le roi d'Espagne, a condamné l'exécutif de Catalogne qu'il accuse de mettre en danger la stabilité de toute l'Espagne, propos qui ne sont pas du goût des Catalans. Martial Kouassi, sans commentaire. La réaction des autorités catalanes au message du roi diffusé mardi 3 octobre 2017 par la télévision nationale a été presque silencieuse. En effet, le gouvernement catalan n'a pas commenté le discours de Philippe VI relatif à sa politique indépendantiste. Le chef de l'exécutif catalan s'est contenté de partager des messages du leader de Podemos, Pablo Iglesias, dans lequel il assure ne pas se reconnaître dans le message du roi. Dans les rues de Barcelone, en revanche, les réactions ont été très bruyantes. Un concert de casseroles durant le discours et une critique sévère du roi contre le fait de ne pas avoir évoqué la possibilité d'ouvrir une fenêtre de dialogue. Mais ce discours ne semble pas modifier l'agenda des indépendantistes. Les représentants des groupes parlementaires ont prévu de se réunir aujourd'hui pour analyser les résultats du référendum. Une fois les résultats présentés officiellement, le gouvernement dispose de 48 heures pour déclarer l'indépendance. La date de la session plénière où devrait être adoptée cette polémique déclaration unilatérale d'indépendance pourrait être fixée pour la fin de cette semaine ou lundi prochain. De son côté, le gouvernement central de Rajoy prévoit de débattre de la situation catalane à la Chambre des députés de Madrid. D'ici là, la crise catalane pourrait encore prendre de nouvelles tournures. Le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta a présidé à Bamako une cérémonie de réception de plusieurs appareils aériens de combat et de transport de troupes. France Conon nous permet d'en savoir un peu plus. L'armée malienne, dans l'objectif de renforcer sa logistique pour une meilleure sécurisation du territoire, s'est dotée de nouveaux hélicoptères ce mardi 3 octobre 2017. La base militaire de Bamako a été le cadre approprié pour la cérémonie de réception officielle de ces merveilles aéronautiques et qui a enregistré des invités de haut rang. Et c'est sous l'œil vigilant du chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta qui a pris place à bord d'un des 6 appareils que l'on a pu assister à un véritable balai aérien et voir des hélicoptères de combat Mi-35 de fabrication russe, des hélicoptères de transport des troupes Puma acquis auprès du fabricant Airbus, un consortium européen. À sa descente d'avion, le président Ibeka a affirmé sa fierté suite à ces acquisitions. Nous avons désormais de quoi protéger nos enfants, a-t-il déclaré. S'agissant des militaires maliens, d'autant que ce nouveau matériel de combat et de transport va incontestablement renforcer les capacités opérationnelles de l'armée. 4 autres appareils de combat et de transport sont attendus. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité à nos côtés et que Dieu vous bénisse. Au revoir.